Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'empirisme, avec deux figures majeures, John Locke et George Berkeley. Deux grands noms de la philosophie. Accrochez-vous car on va explorer une question qui pourrait bien ébranler votre vision du monde. Le monde physique existe-t-il vraiment? Eh bien, est-ce que le monde physique existe vraiment, Alice? La grande question métaphysique. C'est ça. Et croyez-moi, les réponses de Locke et Berkeley sont loin d'être ennuyantes. Ah non. Ils nous entraînent dans un véritable tourbillon d'idées. Avant de plonger dans le grand bain de l'empirisme, je pense qu'un petit rappel s'impose. On a parlé récemment de Descartes et de son fameux cogito ergo sum. Pour Descartes, la raison était la source de toute connaissance. C'est ce qu'on appelle le rationalisme. Tout à fait, mais Locke et Berkeley, nos empiristes du jour, remettent en question cette vision. Pour eux, c'est l'expérience que l'on perçoit à travers nos sens qui construit notre connaissance du monde. Et c'est là que John Locke entre en scène, avec une idée révolutionnaire. L'esprit humain à la naissance serait une tabula rasa, une page blanche. Exactement. Locke rejette l'innéisme, l'idée que nous naissons avec des idées préconçues. Tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes, provient de nos expériences, de nos interactions avec le monde qui nous entoure. C'est une idée assez puissante quand on y pense et imaginez tout ce que vous savez, tout ce que vous aimez, vos peurs, vos espoirs, tout cela construit par l'expérience. Cela donne une nouvelle dimension à la notion d'apprentissage, n'est-ce pas? Absolument. Et pour Locke, cette construction de la connaissance passe par nos sens. On touche, on voit, on sent, on goûte, on entend. Et c'est à partir de ces sensations que notre esprit commence à élaborer des idées. Et pour clarifier sa pensée, Locke établit une distinction entre ce qu'il appelle les qualités primaires et les qualités secondaires des objets. Ah oui. Pour illustrer, prenons l'exemple d'une pomme. Fermez les yeux et imaginez cette pomme. Sa forme, sa taille, sa masse, ce sont des qualités primaires inhérentes à l'objet lui-même. En revanche, sa couleur, son goût, son odeur, ce sont des qualités secondaires. Elles n'existent que dans notre perception, dans l'interaction entre l'objet et nos sens. N'est pas d'odeur en quelque sorte. Ah oui, c'est intéressant. On a tendance à penser que la couleur d'un objet est intrinsèque à l'objet. Mais si on suit le raisonnement de Locke, ce n'est qu'une interprétation de notre cerveau. Cela soulève plein de questions. Non, par exemple, est-ce que cela veut dire que ma perception du rouge est différente de la vôtre, Ios? C'est une question que se posaient déjà les philosophes de l'Antiquité. Et Locke, avec cette distinction entre qualité primaire et secondaire, apporte une réponse nuancée. Oui, nos perceptions peuvent différer légèrement, mais elles sont toutes basées sur les mêmes qualités primaires objectives de l'objet. D'accord, je comprends mieux. Donc pour Locke, on peut avoir une connaissance objective du monde, même si elle est construite à partir de nos perceptions subjectives. C'est l'idée générale, oui, mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre philosophe, George Berkeley, va pousser la logique de l'empirisme encore plus loin. Et là, ça devient vraiment passionnant. Ah oui, Berkeley, j'ai entendu dire qu'il était un peu radical dans ses conclusions. Il remettait en question l'existence même de la matière, c'est ça? Exactement. Berkeley se penche sur cette distinction entre qualité primaire et secondaire, et il y voit une faille. Il dit « Comment peut-on percevoir la forme d'une pomme sans percevoir sa couleur ?» Les deux sont inextricablement liés. C'est vrai, en y réfléchissant, bien, on ne peut pas vraiment séparer la forme de la couleur. On voit l'objet dans sa globalité, avec toutes ses qualités, qu'elles soient primaires ou secondaires. Et c'est là que Berkeley fait un saut conceptuel audacieux. Si on ne peut pas séparer les qualités primaires des secondaires, et que les secondaires sont subjectives, alors les primaires le sont aussi. Attendez, je crois que je comprends où il va en venir si les qualités primaires sont aussi subjectives. Cela veut dire que... Oui, pour Berkeley, la matière elle-même n'existe pas indépendamment de la perception. Son fameux esse percipi. Être, c'est être perçu résume tout. Ignorer que des perceptions des esprits qui perçoivent. Waouh, ok, c'est une idée qui décoiffe un peu, non? Alors si personne ne regarde la Lune, elle disparaît. Ouais. On est vraiment dans Matrix, là. C'est là que Dieu entre en jeu dans la philosophie de Berkeley. Pour éviter que tout ne s'évanouisse quand on ne regarde de pas, il introduit l'idée d'un percepteur éternel Dieu. Dieu, en percevant constamment, tout maintient le monde en existence. D'accord. Donc pour Berkeley, Dieu est une sorte de garant de la réalité. Mais est-ce que cela ne place pas juste le problème? Au lieu de se demander comment la matière existe, on se retrouve à se demander comment Dieu perçoit les choses. Oui, c'est une critique qu'on peut adresser à Berkeley. Sa solution soulève effectivement des questions et elle a été beaucoup débattue par les philosophes. Mais avant de se pencher sur les critiques, je pense qu'il est important de bien comprendre le raisonnement qui l'a conduit à cette conclusion radicale. Si je comprends bien pour Berkeley, la réalité n'est qu'un ensemble de perceptions maintenues en cohérence par la perception divine. Mais alors, comment expliquer que nous ayons tous une expérience similaire du monde ?
Si tout est subjectif, pourquoi voit-on tous une table avec 4 pieds et non pas 6 ou 2? Oui, c'est vrai, ça me chiffonne un peu aussi. Si chacun perçoit le monde à sa façon, on devrait vivre dans des réalités complètement différentes, non comme si chacun avait son propre film qui se jouait dans sa tête. C'est une objection tout à fait valable, et Berkeley y avait réfléchi. Pour lui, Dieu ne se contente pas de percevoir le monde, il agit également comme un grand ordonnateur, un garant de la cohérence de nos perceptions. C'est Dieu qui assure que nous percevons tous un monde commun, avec des lois physiques constantes, même si ce monde n'existe que dans nos esprits. C'est une idée assez vertigineuse. En gros, Dieu serait comme le metteur en scène d'une pièce de théâtre, et nous serions tous les spectateurs partageant la même vision de la scène, même si en réalité il n'y a rien de matériel sur cette scène. C'est une analogie intéressante, mais attention, cette solution divine a ses limites. Certains philosophes et même des théologiens ont critiqué cette idée. Est-ce que cela ne revient pas à simplement déplacer le problème numéro 1 ? Au lieu de se demander comment la matière peut exister, on se retrouve à se demander comment Dieu perçoit les choses et comment il s'assure que nous les percevons tous de la même manière. Et effectivement, ça soulève d'autres questions. Et puis, comment concilier cette vision avec la science moderne ? La physique, la chimie, la biologie, toutes ces disciplines reposent sur l'idée qu'il existe un monde matériel indépendant de nos esprits. Si tout n'est que perception, comment expliquer les lois de la nature, la gravitation, l'électromagnétisme ? C'est un point crucial. L'empirisme radical de Berkeley a été souvent critiqué pour son incompatibilité apparente avec la vision scientifique du monde. Certains philosophes ont essayé de réconcilier les deux en suggérant que les lois de la nature ne seraient que des descriptions, des régularités que Dieu impose à nos perceptions. Mais avouons-le, cela demande un certain acte de foi, ou du moins une interprétation très particulière de la science. Oui, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. On dirait qu'on essaye de faire entrer des carrés dans des ronds. Mais bon, mettons de côté ces difficultés pour l'instant. Ce qui est fascinant avec Berkeley, c'est qu'il nous force à repenser totalement notre rapport au monde, à la réalité. Même si on n'adhère pas à ses conclusions radicales, il soulève des questions profondes et stimulantes sur la nature de la perception et sur les limites de notre connaissance. Absolument. Berkeley nous invite à un exercice d'humilité intellectuelle. Il nous rappelle que la connaissance est un processus fragile en constante évolution et que nous ne devons jamais cesser de nous interroger, d'explorer, de remettre en question nos certitudes. C'est une belle leçon. Et en parlant d'explorer, on a beaucoup parlé de Berkeley, mais j'aimerais revenir un peu sur Locke. Son empirisme est plus modéré, plus ancré dans le monde matériel, si je puis dire. Oui, c'est exact. Locke ne nie pas l'existence de la matière. Pour lui, il y a bien un monde extérieur indépendant de nos esprits, et ce monde est la source de nos sensations. Mais il insiste sur le fait que notre connaissance de ce monde est toujours médiatisée par nos sens, par notre perception. Et c'est là que cette distinction entre qualité primaire et secondaire prend tout son sens, n'est-ce pas? On peut avoir une connaissance objective des qualités primaires des objets, leur taille, leur forme, leur mouvement, car ces qualités sont inhérentes à la matière elle-même. Exactement, alors que les qualités secondaires comme les couleurs, les odeurs, les goûts ne sont que des produits de l'interaction entre la matière et nos sens. Elles existent en nous et non dans l'objet lui-même. Ce qui explique pourquoi on peut avoir des perceptions différentes d'un même objet. Par exemple, ce que je perçois comme du bleu turquoise, vous pourriez le percevoir comme du bleu cyan. Précisément, et Locke nous met en garde contre la tentation de confondre nos perceptions subjectives avec la réalité objective. Il nous invite à une certaine prudence, à une réflexion critique sur la nature de nos connaissances. C'est une invitation qui reste d'actualité aujourd'hui avec la prolifération d'informations et d'images sur Internet. On est constamment bombardé de stimuli visuels et sonores, et il est facile de se laisser emporter par le flot, de prendre nos perceptions pour la réalité. Vous avez raison, l'empirisme de Locke nous offre des outils précieux pour naviguer dans ce monde d'informations saturées. Il nous encourage à développer notre esprit critique, à questionner les sources, à confronter nos perceptions avec celles des autres. Après ce voyage au cœur de l'empirisme, qu'est-ce qu'on retient? Pas facile de résumer tout ça en quelques phrases. C'est vrai, on a exploré deux visions, celle de Locke plus modérée Oui, et celle de Berkeley plus radicale. tout à fait. Mais au final, est-ce qu'on a une réponse claire à la question de départ? Le monde physique existe-t-il vraiment? Eh bien, comme souvent en philosophie, il n'y a pas de réponse simple, définitive. Locke et Berkeley, malgré leurs divergences, nous invitent à réfléchir sur la nature de la connaissance, sur la relation entre notre esprit et le monde extérieur. Ils nous montrent que la réalité n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le penser. On a tendance à prendre le monde pour acquis, à penser que ce que l'on voit, ce que l'on touche est la réalité. Oui, c'est ça. Mais Locke nous rappelle que notre connaissance du monde est toujours filtrée par nos sens, par notre perception. Mm. Et Berkeley va plus loin en affirmant que la matière elle-même
n'existe que dans la mesure où elle est perçue. Exactement. Locke nous incite à la prudence, à la nuance. Il nous met en garde contre les illusions des sens, contre la tentation de prendre nos perceptions subjectives pour la réalité objective. Quant à Berkeley, il nous pousse à un véritable saut dans le vide en nous demandant de reconsidérer l'existence même du monde matériel. Et même si on n'est pas prêt à suivre Berkeley dans son idéalisme radical, il faut reconnaître qu'il soulève des questions fascinantes. Si la matière n'est qu'un ensemble de perceptions, qu'est-ce qui garantit la cohérence de ces perceptions? Comment expliquer que nous ayons tous une expérience similaire du monde méritien? C'est là que Berkeley introduit le concept de Dieu, le grand architecte de la réalité, celui qui assure la permanence et l'harmonie des perceptions. Mais comme on l'a vu, cette solution soulève elle-même des difficultés. On se retrouve à devoir expliquer la perception divine, ce qui n'est pas une mince affaire. Il y a un autre débat en soi. Exactement. Mais au-delà de ces débats métaphysiques, ce qui me frappe, c'est l'impact de ces idées sur notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Locke, avec sa notion de tabula rasa, nous montre à quel point l'expérience est fondamentale dans la construction de notre identité, de nos connaissances. Absolument. Et Berkeley, en remettant en cause l'existence de la matière, nous invite à repenser notre place dans l'univers. Si la réalité n'est qu'un tissu de perception, quel est notre rôle en tant que perceveur? Quelle responsabilité avons-nous dans la construction de cette réalité? C'est une question vertigineuse qui nous renvoie à notre propre subjectivité, à notre capacité de donner du sens au monde qui nous entoure en fin de compte, que l'on penche du côté de Locke ou de Berkeley. L'empirisme nous offre un cadre de réflexion précieux pour aborder les grandes questions de la connaissance de la perception et de la réalité. Et il nous rappelle surtout que la philosophie n'est pas une quête de réponse définitive, mais une invitation à l'exploration, au questionnement permanent. Alors continuons à explorer, à nous interroger, à aiguiser notre regard sur le monde, car comme le disait Socrate, la vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est une belle conclusion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'empirisme. On espère que ce voyage vous a donné matière à réflexion et qu'il vous incitera à poursuivre votre propre exploration des grandes questions philosophiques.